On invite notre partenaire du Centre méditerranéen pour l'intégration, Blanca Moreno-Dobson et Julia Marchesini et Constantin Tsakas. Blanca, la directrice, venez vous nous rejoindre. Pour vous remercier d'abord Emmanuel Notari et M. Tarek Cherif, le président d'Anima, et je remercie la région aussi de nous avoir accueillis ce matin ici. Je représente, comme Emmanuel a dit, le Centre pour l'intégration de la Méditerranée, qui est une institution basée à Marseille, créée il y a 12 années par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement français, auquel la plupart des pays de la Méditerranée du sud et de l'Est se sont joints au cours des années, et qui rassemble les multilatérales. Nous avons donc la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement, aussi des agences des Nations Unies comme UNHCR qui sont membres, les pays au niveau national et régional, comme par exemple la région PACA qui est aussi la région sud de la France qui est aussi un membre, et la société civile. Pendant les années, depuis sa création, le centre a été focalisé surtout dans le partage de connaissances, la capacitation technique et merci beaucoup, et l'incubation des projets. Et nous avons plusieurs thématiques qui répondent tout à fait aux préoccupations de la Méditerranée. Nous ne travaillons pas pays par pays, nous travaillons uniquement au niveau régional pour essayer de résoudre les problèmes, les défis de la région méditerranéenne de façon conjointe, en partenariat avec les membres et tous les partenaires, comme l'IMA, bien sûr, avec lesquels on est content de préparer un nouveau partenariat bientôt pour travailler ensemble et répondre aux différents défis des pays de la région. En fait, le centre a évolué au cours des années pour se rapprocher beaucoup plus de tout ce qui est les investissements, l'incubation des projets d'investissement. C'est pour ça qu'on est très content de travailler avec Anima dans les étapes suivantes, et parce que le sentiment des membres est que le partage de connaissances et la formation des capacités et les dialogues à haut niveau sont absolument nécessaires dans ces régions où les pays ne se parlent toujours pas pour coordonner les politiques économiques. Mais aussi, il faut passer à l'action, c'est-à-dire que des connaissances, du partage de connaissances, il faut aussi passer aux investissements parce que c'est une région qui souffre encore de manque d'investissement. Je me permets de dire par rapport à la présentation que j'ai beaucoup aimée, M. Zan, il y a quelques minutes, que les chiffres de rattrapage des investissements étrangers dans la région sont encourageants, mais si vous regardez en détail, c'est très peu de pays dans la région qui ont bénéficié. Je pense que les pays du Golfe sont inclus. Et il y a très peu de pays, il y a beaucoup de pays de MENA qui ont des taux de foreign direct investment, investissement étranger direct très très bas. Et c'est une région qu'au cours des années, elle a bénéficié de plus d'investissements, mais qui par rapport au reste du monde se situe encore à des niveaux très bas. Et ça, c'était même avant la pandémie. Donc voilà, à titre d'introduction pour dire que dans le centre, nous ne pouvons pas déconnecter tout ce qui est partage de connaissances, de l'incubation des projets d'investissement qui sont également nécessaires pour la région. Si on peut passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Et le constat que nous faisons dans nos travaux, il y a des papiers que nous présentons ici qui sont sortis récemment et d'autres qui sont en cours. Un des constats généraux dans tous ces travaux est que la région a besoin de beaucoup plus de coopération. Ce n'est pas une surprise pour vous, mais quand vous regardez les flux de commerce entre les pays de la région MENA, on peut dire, d'après toutes les publications, que c'est la région la moins intégrée du monde. Les pays de la région méditerranéenne ne commercialisent pas assez entre eux, alors qu'il y a beaucoup de possibilités pour le faire. Et je pense qu'il faut saisir le moment de la pandémie, justement, et les tendances qu'on a entendues dans la présentation antérieure, les tendances globales vers la relocalisation et la régionalisation pourraient en fait bénéficier à la région MENA si les pays savent de façon individuelle et collective bénéficier de ces valeurs. Pardon, est-ce qu'on peut revenir à la diapo antérieure? Je n'avais pas encore fini.
D'accord. Donc, pour présenter les rapports que nous avons faits récemment, dans un des rapports conjoints avec la Banque mondiale qu'on a préparé juste après la pandémie, et on met l'accent justement sur le fait qu'il faut renforcer cette coopération régionale indispensable pour lancer les projets dont la région a besoin. Et on avait identifié 3 secteurs dans lesquels les pays de la région pourraient trouver un niche dans les chaînes de valeur globale, qui était l'énergie, bien sûr, énergie renouvelable dans le contexte de soutenabilité dont on parle, l'agroalimentaire pour assurer surtout la sécurité alimentaire dans des pays qui sont fortement dépendants des produits qu'ils pourraient produire chez eux, et la santé combinée avec les produits pharmaceutiques. Ça, c'est des idées qu'on avait lancées dans le rapport que nous avons sorti en 2020. Et à la suite, ça a ouvert l'appétit pour faire un autre rapport qui va sortir très bientôt, qui a été fait avec FEMIS, où on identifie les opportunités de moyen terme pour accroître à la fois des échanges et des collaborations entre l'Union européenne et les pays du sud et de l'est de la Méditerranée. On peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, comme on l'a entendu avant, c'est vrai que il faut s'attendre à 2 évolutions au niveau des chaînes de valeur globale, la diversification, le raccourcissement, et je dirais et aussi la relocalisation. La crise de Covid a révélé la forte dépendance des systèmes productifs vis-à-vis de l'Asie. Et ça, c'est montré dans le pourcentage que les importations provenant des pays de l'Asie représentent des pays, non pas seulement les MENA, mais aussi les États-Unis, le Japon et le Mexique, par exemple. Et ces chaînes ont été interrompues. Et ça nous fait penser à comment remplacer certains de ces produits sur place. Pourquoi pas devoir importer de la Chine si on a la capacité de produire et de commercialiser ces produits chez nous. Bien sûr, pour ce faire, il faut, comme M. Zan a dit, il faut éliminer certains des obstacles et vaincre un peu le risque qui se présente, toujours avec une perspective de développement plus soutenable à long terme. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, comment les produits, la question qui se pose, c'est vraiment de savoir comment les produits de la Méditerranée pourraient profiter de ces tendances mondiales et de ces redéploiements des chaînes de valeur globales. Nous avons identifié des secteurs de produits d'intérêt pour les entreprises de l'Union européenne et la zone méditerranéenne. À peu près 400 ou 700 produits qui sont importés par l'Union européenne et provenant des pays lointains à revenu faible intermédiaire pourraient être exportés par les pays méditerranéens. Les pays méditerranéens ont la capacité d'exporter ces produits qui maintenant viennent des zones remotes. Et pour le moment, les pays de la Méditerranée exportent très peu de ces produits pour lesquels on sait qu'il y a une demande au niveau de l'Union européenne. Alors, voyons un peu plus en détail les résultats qu'on avait trouvés avec les industries clairement qui offrent le plus de potentiel. Et voilà, ça c'est des exemples. Après, bien sûr, chaque pays va devoir trouver son avantage comparatif vis-à-vis des autres. On parle sur la base des tendances et des capacités qui existent déjà. Après, il y a beaucoup d'autres obstacles qu'il faut surmonter, bien évidemment. Et on parlera de ça en quelques minutes. Par exemple, le secteur des machines et équipements électriques, qui se présente comme un secteur avec un avantage comparatif au Maroc et à Tunisie. L'Égypte, il y a les produits pharmaceutiques, mais il y a aussi les terres naturelles et des cultures. Et pour la Jordanie, le sel et le soufre en tant qu'exemple. Oui, passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Ici, on a, dans ce tableau, on montre les industries clés qui comprennent aussi bien des liens intermédiaires dont des entreprises ont besoin et qui pourraient provenir des pays, que les détails par pays. Alors, on voit, en fait, ce tableau illustre un peu ce que je disais avant, et qu'il y a des secteurs qui ressortent, qui sont vraiment des secteurs où il existe la capacité de produire. Voyons comme le secteur qui est commun à ces 4 pays, Maroc, Tunisie, Égypte et Jordanie, c'est le secteur des machines et appareils électriques. Il y a aussi les intrants. Il y a aussi les meubles et les produits pharmaceutiques, particulièrement en Jordanie. Donc, il y a des avantages comparatifs qui existent déjà dans la région. Passons à la diapositive, s'il vous plaît.
Dans ce tableau encore, on montre encore plus en détail qu'il y a 7 biens intermédiaires qui apparaissent dans 2 pays, au moins dans 2 pays, qui sont les phosphates de calcium naturel, les conducteurs des appareils électriques et les aéronefs et les engins spatiaux. On voit le fait que cette capacité existe dans plus d'un pays, ça veut dire que ces pays pourraient travailler ensemble pour vraiment produire et vendre au marché de l'Union européenne. Le fait que cet avantage comparatif existe dans plus d'un pays, ça veut dire qu'il y a besoin aussi de coordination entre les pays du Sud, ce qui n'est pas toujours le cas. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, le principal concurrent dans tout ça, c'est encore la Chine, n'est-ce pas? Mais on est heurté à des questions non pas seulement de distance géographique, mais aussi des questions de taux d'échange, des questions de politique agressive de promotion d'exportation, des salaires très bas, etc. Donc, cette concurrence va continuer à exister, comme on l'a entendu aussi dire de la part de M. Zhang, et la concurrence très forte, non pas seulement entre les États-Unis et la Chine, mais aussi avec d'autres puissances, et va se sentir dans tous les marchés. Donc, au niveau et il y a aussi les tendances de l'automation qui vont substituer la main-d'œuvre, ce qui a été mentionné avant aussi. Mais ça, c'est des tendances globales. Ça n'empêche que les pays de la région méditerranéenne pourraient se concentrer davantage sur ces produits, ces secteurs où ils ont un avantage comparatif. Passons à la diapo suivante, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'ils ont aujourd'hui des capacités de production dans ce secteur-là. Il n'y a pas besoin de faire des politiques sectorielles ou de faire des nouveaux investissements. Mais aujourd'hui, pour une raison ou une autre, ça vient de Chine. Voilà. Et bien sûr que, étant donné que le niveau d'investissement est encore relativement bas, même si on a l'avantage comparatif, ces pays devraient encore investir davantage dans de nouveaux projets. Comme il a dit, il faut trouver le nouveau projet qui offre un niveau de risque suffisamment attractif pour les investisseurs pour qu'ils viennent dans ces pays. Et c'est là où il y a tous les défis. En même temps, il y a des obstacles qu'on ne peut pas cacher. Et par exemple, les codes d'investissement, les régulations, même quelques impôts qui ne sont pas tout à fait avantageux. Il faut aussi revoir les accords bilatéraux de commerce avec l'Union européenne, et qui sont en cours de révision, qui seront revus prochainement, parce que l'ancienne vague, beaucoup plus avant la pandémie, et on sait bien que ces accords, ils n'étaient pas symétriques, ils ont bénéficié surtout, ils ont eu beaucoup plus d'effets positifs sur les exportations de l'Union européenne vers le Sud que vice-versa. Les pays du Sud n'avaient pas vraiment d'avantage comparatif à l'époque de la signature des accords dans l'industrie, c'était surtout l'agriculture, et l'agriculture n'est pas inclus complètement dans ces accords. Et maintenant, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de commerce qui provient du secteur service, qui n'était pas inclus non plus. Donc, il y a vraiment la possibilité de revoir ces accords, et en même temps, ça fait partie du dialogue bilatéral avec l'Union européenne, mais les pays du Sud aussi, à leur niveau, doivent éliminer beaucoup d'obstacles qui existent toujours, qui freinent les investissements. Et ça se trouve non pas seulement au niveau des régulations, par exemple les règles d'origine et certaines lois qui sont dépassées, qu'il faut revoir, de nouveau à la lumière de la dynamique du marché. Pardon, mais il y a aussi tous les aspects de transport et connectivité. C'est très difficile de faire le commerce entre les pays du Sud quand il n'y a pas assez de dialogue, quand il n'y a pas assez de réseaux de transport qui sont multi-pays, qui sont bien coordonnés. Il faut passer plusieurs points de contrôle. Il n'y a pas assez de collaboration encore dans les politiques de transport des pays du Sud de la Méditerranée pour pouvoir offrir les meilleurs produits, meilleurs marchés aux pays de l'Union européenne. Alors, il y a une vraie possibilité de relocalisation de la mercure en incluant les pays du voisinage, notamment les pays de la Méditerranée. Et ça aussi, il ne faut pas oublier, tout ça va avoir lieu dans le cadre de l'accord de libre-commerce de l'Afrique continentale. Ça veut dire que ça inclut aussi les pays de l'Afrique du Nord. Donc, il y a une opportunité unique, historique, de se placer dans le cadre de cet accord. Parce que cet accord qui a été signé juste avant la pandémie, et à la différence des accords commerciaux
préexistants, il vient doter des mécanismes institutionnels de mise en œuvre. Le problème, c'est que beaucoup de ces mécanismes auraient dû être lancés en 2020 et il y a eu beaucoup de retard à cause de la pandémie. Mais il y a vraiment une opportunité unique pour les pays méditerranéens pour se placer entre l'Europe et les pays de l'Afrique subsaharienne et pour se convertir en des vrais pôles de croissance et d'investissement. S'ils peuvent d'un côté exporter à l'Europe et de l'autre côté importer aussi et exporter également avec l'Afrique subsaharienne parce qu'il y a encore beaucoup d'obstacles, de tarifaires et non pas tarifaires entre les pays de la Méditerranée eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis des pays de l'Afrique subsaharienne et vis-à-vis l'Europe. Peut-être vis-à-vis l'Europe, les tarifs ont été réduits, mais les obstacles non tarifaires ne sont pas été réduits. Passons à la diapo suivante. Alors, moi, je me pose la question, et en fait, c'est peut-être à l'audience aussi de nous aider à résoudre ça. Comment, dans ce panorama des multinationales qui réfléchissent à leur stratégie de relocalisation, qui raccourcissent leur chaîne d'activité, etc., et comment les petites et moyennes entreprises vont en bénéficier? Moi, c'est ça la question que je me pose. Et je voulais la poser à M. Zan, mais on n'a pas eu l'occasion. Peut-être on peut discuter en équipe, de voir quels seront les liens entre ces multinationales et les entreprises moyennes, petites et moyennes entreprises. Parce que oui, les zones d'échange spéciales, Special Economic Zones, on sait bien qu'ils ont bénéficié des impôts plus réduits, etc. Mais des fois, ça crée un système de croissance à deux vitesses. Moi, je veux savoir comment ces investissements vont bénéficier aux petites et moyennes entreprises. Parce que il n'y a pas que les multinationales. Il faut que les entreprises locales puissent être acteurs des croissances et des changements dans la région. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir analyser. Alors, ça a été mentionné aussi que les pays du Sud n'ont pas toujours la capacité d'absorption. Et il faut travailler à améliorer cette capacité en éliminant tous les obstacles. Et il faut encore comprendre pourquoi, dans le passé, les entreprises de l'Union européenne ont préféré acheter des biens intermédiaires des pays éloignés. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils ont trouvé des obstacles en Méditerranée. Est-ce que certains de ces obstacles sont éliminés ou peuvent être éliminés? Maintenant qu'on est dans une situation de force parce que beaucoup des importations de l'Asie ne peuvent plus arriver ou pas arriver en temps pour répondre à la demande européenne. C'est le moment d'éliminer ces obstacles. Et quels sont les types d'incitation? M. Zan a parlé des agences de promotion de l'investissement, tout à fait d'accord, mais aussi coordination entre ces agences de promotion de l'investissement à l'intérieur de la région, que ce ne soit pas chaque pays de façon isolée réfléchit à cette stratégie. Voilà quelles leçons à suivre. Oui, on peut passer déjà à l'étape finale. Voilà le rapport qui va sortir, qui présente quelques stratégies pour la soutenabilité alimentaire post-Covid et le secteur de la santé. Et en même temps, le numérique, qui n'est pas un secteur qui est vraiment transversal, pourrait permettre dans ce moment de récupération de la pandémie de stimuler le commerce de e-trade et pourrait aussi devenir une opportunité pour les pays de la région en attendant que les obstacles au niveau de la connectivité et du transport soient résolus. Une question que je me pose aussi, et ça n'a pas été couvert non plus avant dans la présentation avant, et de savoir comment le rythme de récupération de la pandémie, qui n'est pas égal dans tous les pays, va affecter toute cette tendance. Parce qu'il faut se souvenir que l'accès au vaccin dans les pays du Sud et de l'Est n'est pas le même que dans l'Union européenne et n'est pas le même entre pays et pays. Alors, est-ce que nous allons avoir encore une récupération dans la zone euro-méditerranéenne à plusieurs vitesses? Il faut aussi réfléchir à ça, parce que si effectivement l'accès au vaccin est moins répandu dans quelques pays du Sud et cela empêche la récupération économique, ça ne pourra pas aider dans l'insertion de ces pays dans les chaînes de valeur régionales et globales. Alors aussi, à la prochaine. Il me reste qu'à vous remercier de votre attention. Et c'est nous, c'est un dialogue, donc je suis ouverte à vos questions et commentaires. Et désolée pour les interprètes si j'ai parlé trop vite. Merci beaucoup. Donc là, c'était crystal clear, comme on dit en anglais. Donc franchement, c'était une belle démonstration et très éclairant, très concret. Mais je pense qu'il va y avoir des réactions, donc je les laisse Tarak Cherif pour les réagir. Merci beaucoup. Merci Blanca.
très intéressant. Si on peut partager ce document, pour moi, ce sera très, très intéressant. Je suis chef d'entreprise en Tunisie, mais je suis présent également en dehors de la Tunisie. Et je vis au quotidien un peu ce qui se passe par rapport aux opérateurs qui exportent ou qui essaient d'exporter sur l'Europe. Je peux vous dire que ce n'est pas évident. Je ne parle pas des entreprises étrangères qui sont installées en Tunisie, c'est fluide, il n'y a pas de souci. Mais je parle du reste de l'économie, et notamment des petites et moyennes entreprises qui sont tunisiennes, 100% tunisiennes, et qui veulent arriver sur le marché européen. Il y a un problème de standard, un problème de mise en conformité, il y a tellement de barrages, et dans ce nouveau schéma de relocalisation, si on veut donner un peu plus de chance aux pays du pourtour méditerranéen, moi je pense qu'il y a un effort à faire au niveau de l'Europe pour imposer ou pour inciter les instances dirigeantes à faire vite. Parce que pour l'opérateur économique que je suis, il y a un problème de timing. Les opportunités, on ne peut pas attendre indéfiniment. Si les gouvernements de nos pays sont englués dans des difficultés, c'est réellement le cas. Covid oblige, mais pas uniquement Covid, pauvreté, chômage, etc. Je n'ai pas besoin d'énumérer. S'il n'y a pas un accompagnement volontaire de la part des pays du Nord pour faire vite, pour que ces conditions soient réunies, pour que une partie de cette relocalisation passera par les pays du Sud, aucun espoir, excusez-moi. Mais je parle de choses que je vis au quotidien et je peux vous dire que ce n'est pas pour jeter la responsabilité pour les pays du Nord, et ce n'est pas acquis de conscience que si vous ne nous tenez pas par la main, pas les privés, parce que nous, on fonctionne un peu comme vous, mais au niveau de nos instances et au niveau du public, si vous ne les tenez pas et vous ne les accompagnez pas, le risque serait de rater, encore une fois, de grandes opportunités pour nos pays. Et rater ces opportunités, c'est le danger de demain, avec tout ce que vous connaissez comme migration non contrôlée. Voilà. Oui, si je peux réagir rapidement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est pour ça que j'ai parlé d'accords bilatéraux. Ça doit faire partie nécessairement du dialogue et des négociations entre l'Union européenne et les pays de la Méditerranée, que ce soit dans le cadre des accords de commerce, que ce soit dans le cadre d'autres accords d'investissement, des règles d'origine. Ça doit passer nécessairement par le dialogue et l'accord entre les pays. Et je dirais, comme vous expliquez aussi, encore plus, l'Union européenne pourrait être un peu, avec sa politique de voisinage, les facteurs catalytiques qui aideraient avec les changements. Et aussi, les accords avec l'Union européenne pourraient devenir un peu le facteur additionnel qui dépasse un peu les frontières de chaque pays pour les pays du Sud pour répondre ensemble plutôt qu'au niveau bilatéral. Si les pays du Sud ont un dialogue entre eux-mêmes et qui peuvent présenter leurs préoccupations à l'Union européenne de façon... Vous savez de quoi je parle. Quand vous voyez des pays comme le Maroc et l'Algérie, il n'y a plus... Donc, ce n'est pas la peine qu'on parle de choses qui n'existent pas. Ou on veut être pragmatique et on veut que ces pays avancent, même one-to-one avec les pays du Nord, ou on veut rêver et c'est reporté au calendrier. Voilà, c'est la situation a existé. Au début du processus de Barcelone, je comprends. Il y avait une concertation maghrébine avant d'aller négocier les accords. accords. Ce n'est pas la peine de parler de ça. C'est même pas d'actualité. Ce n'est pas la peine. Bon, et le dialogue politique est difficile, mais le dialogue technique est... C'est pour ça que je parle pays du Nord avec les pays individuellement pour ne pas se perdre dans des méandres qui n'existent pas aujourd'hui. Ce n'est pas la peine. Et encore une fois, j'insiste, ce sont des occasions qu'on ne doit pas perdre au niveau des différents pays. Parce que sinon, c'est facile après de dire c'est parce que vous ne parlez pas entre vous qu'on n'a pas pu avancer. Moi, je vous le dis d'ores et déjà, même si ça ne concerne pas mon pays, mais je parle des pays du Sud, pas la peine de dire
parler entre vous pour qu'on puisse avancer ensemble. Avancer avec les pays individuellement, ce sera sûrement plus efficace, mais en mettant la pression pour que ces pays se mettent au diapason de ce qui est demandé par l'Europe. Merci Tarak pour ce point de vue aussi de praticien, de chef d'entreprise. Blanca, dans les produits qui sont montrés, c'est pas mal, il y a pas mal de ressources naturelles, pas beaucoup de technologie, pas beaucoup il me semble, de produits à valeur ajoutée. Est-ce que c'est un problème? Et parce qu'on voit, je pense que si on compare les pays du sud de la Méditerranée à l'Asie du Sud-Est, au niveau de la compétitivité, ils se positionnent très bien, ils se positionnent mieux. Au niveau des coûts, les facteurs humains, ils se positionnent mieux également que l'Asie, enfin, que la plupart, ils sont meilleurs que la Chine et au niveau du Vietnam ou même parfois meilleurs. Donc finalement, c'est sur ces sujets technologiques, on a parlé d'infrastructure, etc., mais c'est notamment sur le sujet de la technologie et sur les sujets des variables non tarifaires qu'il y a des problèmes. Donc, est-ce que cette liste de produits, ça veut dire quoi? Que le sud de la Méditerranée est cantonné quand même à un rôle de fournisseur de produits, d'intrants plutôt que de monter en gamme? Oui, justement, c'est ça qu'il faut éviter. Et ça pourrait être fait à travers le transfert de technologies et avec la réflexion d'investissement qui intervient aussi bien au nord qu'au sud, des entreprises qui ont la technologie qui pourraient transférer le savoir-faire et même leur patente aux entreprises du Sud, par exemple. Donc, c'est nécessairement le cas. Et par exemple, le secteur clé où ce transfert de technologie doit avoir lieu, c'est l'énergie, les énergies renouvelables, par exemple. Et là, les pays de l'Europe sont beaucoup plus avancés. Ça devrait faire partie encore de la stratégie de l'Europe. Mais je suis d'accord, il faut travailler des deux côtés. Les pays du Sud peut-être adapter mieux leur régulation, les pays du Nord donner vraiment les incitations nécessaires et les accords nécessaires pour qu'il y ait plus de réactivité à le Sud. C'est clair.